vous. Faut-il revoir la réorganisation territoriale? La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel. Le thème cette année, c'était la cohésion territoriale et l'attractivité des territoires. On est juste après les élections municipales. Il y a donc tout un programme qui est développé pour traiter les questions de sécurité, d'attractivité, de logement, de santé, d'éducation. Ça tombe bien, Sébastien Lecornu prépare justement une réforme territoriale pour clarifier les compétences, pour simplifier le millefeuille, peut-être pour commencer et poser le cadre au départ. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre organisation ? Bon, écoutez, il y a deux sujets dans le rapport de la Cour des comptes qui sont différents et complémentaires. Le premier sujet, c'est le coût global de cet empilement de niveaux de décision. Vous avez rappelé le concept de millefeuille administratif. Eh oui. Je rappelle... Vieux sujet, hein ? Ah oui, vieux sujet. C'est pas pour parler de moi plus que ça, mais à la commission Attali, dont j'ai été membre avec d'autres, en 2007, c'était un des sujets du rapport Attali. Nous avions fait déjà à l'époque des propositions de fusion, région, département, etc. Tout ça. Je me souviens que M. Sarkozy, quand il avait reçu le rapport à l'Élysée, avait dit s'il y a un sujet sur lequel je ne toucherai pas, auquel je ne toucherai pas, c'est celui-là. Mais pourquoi on remet ? On a l'impression de remettre l'ouvrage sur le métier chaque année. Si vous voulez, il y a eu quelques réformettes, on a réduit le nombre de régions. Oui, ce qui a coûté plus cher. D'ailleurs, au final, ce que j'allais dire, que de réaliser les économies. On multiplie les intercommunalités, je ne suis pas sûr que ça permette d'économiser. Il faudrait quand même un jour, alors je n'ai pas lu dans le détail le rapport de la Cour des comptes, mais il faudrait vraiment avoir des chiffres précis sur le coût de tout ça. Parce que quand on joue le jeu de la simplification, c'est ça l'idée, en disant qu'il faut réduire au moins un niveau, etc., il faut faire une analyse coût-avantage, et je ne suis pas sûr qu'on y voit clair. Mais je pense qu'il faut aller dans le sens de la réforme et de la simplification. Deuxième sujet que vous avez attaqué d'entrée, parce que le rapport des comptes en parle, évidemment, c'est le problème de... est-ce qu'il doit y avoir une problématique de péréquation entre les territoires ? Vous voyez que c'est complémentaire du premier sujet, ce n'est pas le même sujet. C'est-à-dire que... Il faut expliquer ce que c'est que la péréquation. Tout le monde ne connaît pas la péréquation, c'est quoi ? C'est un système de solidarité. Des transferts publics à travers la modulation de la dotation globale de fonctionnement, à travers la redistribution d'une partie de la TVA vers les collectivités territoriales. Voilà deux recettes qui sont importantes. Pour la dotation globale de fonctionnement, ce qu'on appelle la DGF chez les collectivités locales, c'est une dotation que l'État verse aux collectivités j'ai vu le chiffre du rapport de la Cour des comptes qui dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 14 milliards d'euros de redistribution, 10 milliards qui passent par l'État, la DGF, la TVA, etc., et 4 milliards entre les territoires eux-mêmes. Enfin, vous imaginez que les territoires qui vont bien ont quand même quelques difficultés, quelques réticences à redistribuer vers ceux qui vont moins bien. Donc, je tente d'être trop long. Solidarité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas chercher non plus à avoir exactement le même revenu par habitant sur toute l'étendue de la France. Je veux dire, même à ça, Paris, c'est une vieille passion française. Même en Île-de-France, mais à Paris, vous avez des écarts. L'égalitarisme. Le débat, c'est quels sont les seuils d'écart qui sont tolérables. C'est ça, le débat. Alors, si on estime que... c'est du simple au double. Voilà, si on estime que ça a dépassé la normale, on essaye de corriger avec les réticences que j'évoquais. C'est que premièrement, l'État, il a de moins en moins de marge de manœuvre. Et deuxièmement, la redistribution, j'allais dire des gagnants vers les perdants, pour simplifier, n'est pas évidente. Donc, moi, je trouve que j'ai regardé le résumé du rapport de la Cour des comptes. Les voies et moyens, si on suppose qu'on a été trop loin dans les écarts et qu'il faut... Parce qu'il y a des écarts tenant à la place du foncier, au tourisme, il y a des... Évidemment. Il y a des territoires attractifs et d'autres moins. Si on estime qu'on a été trop loin, le rapport de la Cour des comptes propose pas beaucoup de voies et moyens pour corriger dans un contexte où les marges de manœuvre du côté du budget de l'État, pas besoin de vous faire de dessin, sont faibles. Oui. Jean-Marc, qu'est-ce qui cloche dans notre organisation ?
Est-ce que ce rapport va changer quoi que ce soit? Oui, par rapport à ce rapport et par rapport à l'actualité immédiate, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que sur les 34 780 communes, il y en avait 23 000 où il n'y avait qu'une seule liste aux élections municipales. Absolument, les 2 tiers. Les 2 tiers. Et à la fin du premier tour, il y avait 93% des maires qui avaient été élus, parce que justement... Et même 96, je crois. Il y avait 1580 élections de second. Pourquoi ? Quand on regarde le nombre d'habitants moyen par commune, c'est 1980. Et il y a des endroits où, effectivement, il y avait 68 communes où on n'avait pas été capable de faire des listes parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient susceptibles à la fois de se porter candidat et de respecter la règle de la parité, puisqu'il faut maintenant qu'il y ait un nombre équivalent de femmes dans toutes les communes, quelle que soit leur dimension. Donc je crois qu'on est dans une situation où, je rappelle qu'en Europe, dans un pays comme le Danemark, là, qui vient d'avoir des élections, la population moyenne par commune, c'est 50 000 habitants. Donc la question qui se pose, c'est de savoir exactement qu'est-ce que c'est que quel sens on veut donner à la notion de commune, de quelle dimension on veut donner aux communes. Christian l'a rappelé, effectivement, dans le rapport Attali, il y avait la suppression des départements. Et moi, je me souviens très bien du président Sarkozy à l'époque, qui, le soir même de la présentation du rapport, le rapport est présenté à la presse le matin, puis le président l'après-midi, et il y a 2 mesures qu'il retoque tout de suite, c'est la mise en concurrence des pharmaciens, en disant les pharmaciens, c'est un élément d'aménagement du territoire. Moi, à l'époque, j'avais cru que c'était un endroit où on achetait des médicaments. Pas du tout. Il explique que c'est un endroit où on crée la convivialité au sein de beaucoup de communes où il n'y a plus beaucoup de services publics. Bon. Et deuxièmement, il dit les départements, c'est élément essentiel de notre histoire. On ne reviendra pas sur ce que sont les départements. Circuler, il n'y a rien à voir. La conséquence de ça, c'est que non seulement vous avez, dans ce rapport de la Cour des comptes, vous avez des éléments financiers, mais il y a une chose qui n'est pas évidente, qui n'apparaît pas très nettement, c'est qu'il y a quand même 14 départements en ce moment qui sont menacés d'être mis en tutelle du préfet pour cessation de paiement. Eh oui. Il y en a un qui l'est déjà, qui est le département de la Charente. Et on rappelle que c'est le guichet social, les départements, ceux qui versent notamment les prestations sociales. Et pourquoi ? Parce que effectivement, les recettes des départements sont totalement déconnectées de la réalité des dépenses. Ça ne veut pas dire que ces départements sont particulièrement mal gérés par rapport à leurs homologues. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une sorte d'inadéquation entre la façon dont on finance les collectivités territoriales et la façon dont on leur donne des missions. Et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion qui doit porter sur 2 thèmes. Effectivement, supprimer tout un tas de communes, réduire le nombre de communes, faire des fusions, alors ça se fait plus ou moins, de façon plus ou moins arbitraire. Et puis deuxièmement, réfléchir au nom de la subsidiarité, à la mission de chaque collectivité territoriale et des ressources qu'on met en regard. La dernière remarque que je ferai, c'est que l'INSEE avait fait un rapport en disant que la réduction des inégalités passait par des éléments qui ne sont pas exclusivement monétaires. Et donc l'INSEE disait, par exemple, le fait que la Poste maintient certains bureaux de poste à certains endroits, mais en ferme à d'autres. Le fait qu'à un moment donné, la SNCF a décidé de fermer des lignes pour essayer. Et pour conclure là-dessus, comme je suis toujours obligé de parler à un moment donné de concurrence et de liberté, au moment du rapport Spinetta sur la SNCF, Spinetta, l'ancien PDG d'Air France, qui a été fait un rapport qui a débouché sur la réforme actuelle et notamment la révision du statut des agents de la SNCF. Il avait dit il y a des lignes qu'il faut fermer. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui, au moment où un journaliste qui lui pose la question, quand il présente, il dit « Mais pourquoi les fermer ? Pourquoi on ne pourrait pas les concéder au privé ?» Et Spinetta n'est pas capable de répondre. C'est-à-dire que dans ce pays, l'idée que la solution, c'est pas forcément de demander à l'opérateur public ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, de voir s'il peut avoir des crédits, et c'est l'idée de dire, écoutez, mais s'il y a quelqu'un de privé qui est susceptible de reprendre la ligne, qui est susceptible de la faire marcher sur des bases nouvelles et tout ça, pourquoi pas ? Et donc je pense que là aussi se poser la question de savoir si un certain nombre de services doivent être assumés par l'État, par les collectivités locales, par les collectivités territoriales, ou s'il ne peut pas y avoir une réponse de l'opérateur privé, c'est une piste qu'il faudrait explorer, qu'il n'y a pas vraiment dans le rapport de la Cour des comptes. Bon, Guillaume, pour terminer. C'est Jean-Louis Borloo qui, il y a quelques mois, avait une séquence médiatique au cours de laquelle il parlait assez souvent de cette multiplication de strates. Il disait, mais la France est en train de crever de ça finalement. Il y a 2-3 chiffres vraiment qui m'ont hérissé dans ce rapport que j'ai redécouvert, qui disent notamment que pour mettre en œuvre ces politiques publiques territoriales, l'État s'appuie sur 3 ministères, intérieur, transition énergétique et aménagement du territoire, 127 préfectures, 234 sous-préfectures et 6 opérateurs de l'État. C'est-à-dire que vous ne savez plus qui fait quoi et vous ne savez plus quels sont les coûts qui sont en train de dériver littéralement. Donc là, bon, mais un mot là, parce que Christian de Boissieu, je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Moi, ce qui me frappe, c'est une sorte d'impuissance avancée.
Parce que les intérêts... C'est quoi cette force d'inertie? Parce que c'est vrai que le millefeuille territorial, j'entends parler il y a des intérêts en jeu qui... Voilà. Alors, Jean-Marc parlait de la fusion des petites communes. Oui, économiquement, ça serait justifié. Politiquement, j'en sais rien. Mais économiquement... Mais je pense aussi quand même qu'il y a des résistances et des réticences à tout ça. C'est des enjeux de pouvoir. Et regardez... Chacun défend sa chapelle. Là, on raisonne sur le franco-français. Mais il y a quand même eu quelques essais de partenariat entre collectivités territoriales franco-allemandes, franco-italiennes. Ça n'a jamais été très loin, ça. Parce que peut-être que nos différences sont trop importantes pour autoriser des rapprochements. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, j'étais là, Jean-Marc a parlé de la manière dont le président Sarkozy avait d'emblée d'ailleurs écarté 3 mesures. Et pas 2. Il avait le troisième. Alors. Non, la troisième, j'étais, moi. La troisième, c'est qu'il avait dit on ne fera pas la réforme des taxis. Oui, c'est les taxis, c'est comme les pharmaciens. Elle est venue assez vite après. Quelques années après. Elle est venue assez vite après. Mais, je veux dire, il y a des réformes qui ont été faites. Si je reprends le point de départ de 2007-2008, là, là-dessus, moi, j'ai le sentiment qu'on n'avance pas. Et ce n'est pas un problème de droite ou gauche. Ce n'est pas un problème de clivage politique. J'allais dire, ça va au-delà, ou je ne sais pas s'il faut dire en deçà ou au-delà. Voilà. Oui. Avant qu'Hollande fasse la réforme des régions, il y avait eu des velléités, des ballons d'essai qui avaient été lancés sur la suppression des départements. Et on se souvient que ça avait été un véritable baroud dans la presse dans lequel de quelques jours. Ça a été très vite. Oui, c'était... Comme vous dites, chacun défend sa chapelle, mais comme chacun défend son TGV dans ses circonscriptions. Il y a les problèmes de la suppression des bureaux de poste, il y a le problème de la suppression des pharmacies, il y a le problème de la suppression des DAB, des distributeurs automatiques de billets. Tout ça, c'est du privé. Il y a beaucoup de villages Christian de Boissieu. Et les bistrots. Vous ne pouvez pas récupérer du cash dans un contexte où les circonstances font qu'il y a une demande de cash assez forte. On va en parler du cash justement, mais avant, on va revenir sur l'inflation. Évidemment, la crise iranienne fait redouter une poussée très forte de l'inflation. Faut-il avoir peur de l'inflation? Ce matin, le gouverneur de la Banque de France s'exprime dans Les Échos. Il explique que son scénario central, c'est 1,7% cette année. À 1,7% d'inflation, cher Jean-Marc, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter d'une hausse des taux de la BCE, d'une flambée des prix, etc., etc. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur pour pas grand-chose? Alors, vous savez que mon point de vue, c'était déjà le cas au moment de l'affaire ukrainienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation. Et donc, je rappelle quelle est la définition. Vous parlez des Échos. Hier, dans les Échos, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai publié un édito qui s'appelait « Le mythe du retour de l'inflation ». Et la page en une des Échos, c'était « Inflation, le retour ». C'est-à-dire que nul n'est prophète en son pays. Voilà. Donc, notre ami Marc Ferrand... Bon, c'est encore la faute des journalistes, quoi. Non, pas du tout. Notre ami Marc Fiorentino m'a envoyé un petit mail en disant... Le manque d'influence de Jean-Marc Daniel au sein de la rédaction. C'est pas mal ce que tu racontes. On vous écoute sur le plateau, Jean-Marc, de BFM Business. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, je rappelle que l'inflation, normalement, c'est un mécanisme de hausse des prix, donc qui est mesuré par la hausse des prix au travers de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, et que cette hausse des prix, elle doit être durable et générale. Et donc, effectivement, on assiste à une pousse des prix qui est sur un produit particulier et qui sera probablement pas durable. C'est du moins ce que n'arrête pas de dire depuis un certain temps François Villeroy de Galhau, parce qu'il avait déjà accordé une interview le 5 mars où il disait, de toute façon, ce sera probablement temporaire, en tout cas, j'en sais rien, et il faudrait s'adresser plutôt à des experts militaires ou à des gens capables de comprendre... Donald Trump, beaucoup, et de Benjamin Netanyahu. Et de comprendre la politique intérieure américaine, et il rappelait qu'au moment de la pandémie aussi, on avait dit, est-ce que la Banque centrale peut résoudre le problème? Et il avait dit, non, c'est les médecins qui résoudront le problème de la Covid. Oui. Donc je pense que effectivement, ce sur quoi il faut s'alarmer, c'est que dans une espèce de réflexe pavlovien, face à une situation qui n'est pas objectivement une vraie situation d'inflation comme on l'entendait dans les années 60-70. Je rappelle qu'entre 1966 et 1986, en France, les prix augmentaient en moyenne de 8% par an. Et donc là, il y avait de l'inflation, et donc la réponse par la politique monétaire est tout à fait adéquate. La croissance était tout autre aussi. Oui, d'autant plus que l'inflation était véritablement portée par une création monétaire qui était une création monétaire assez débridée. Là, on n'est pas en situation d'inflation, on a une hausse des prix, et la réponse par la politique monétaire aggraverait plutôt la situation, c'est-à-dire augmenterait les coûts des entreprises qui sont déjà menacées par l'augmentation du coût de l'énergie. Donc ce dont il faut s'alarmer, c'est du réflexe pavlovien d'un certain nombre de banquiers centraux. Christian Boissieu. Je voudrais, sur le problème des politiques monétaires et de l'abondance de liquidités,
La création monétaire, elle a eu lieu avant. Hein. Elle a eu lieu après la crise de 2007-2008, pendant 10 ans, taux d'intérêt proche de zéro et voire négatif. et politique non conventionnelle. Oui. Donc ça, ces liquidités qui ont été créées, elles n'ont pas disparu du jour au lendemain. Elles sont dans le système, et même si les banques centrales essayent de réduire la taille de leur bilan, c'est pas si évident que ça depuis 2 ou 3 ans. Deuxième remarque, je suis assez d'accord avec Jean-Marc sur le fait qu'il ne faut pas s'affoler. D'ailleurs, Jérôme Powell, moi je relisais ce qu'il a dit l'autre jour, mercredi dernier, à la suite de la réunion du Federal Open Market Committee, il a dit « We just don't know ». Et je trouve ça bien que quand on ne sait pas, on le dise. Madame Lagarde, le lendemain, le jeudi, a dit à peu près la même chose. Oui, elle dit qu'il c'est trop tôt, il est trop tôt pour décider. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et demandez pas aux économistes d'être meilleurs ou pas plus mauvais que la CIA qui ne sait pas où on va. Voilà. Donc, je veux dire, on est dans un contexte où c'est le primat de la géopolitique aujourd'hui par rapport à d'autres variables. Et donc, les économistes ne sont pas bons, excusez-moi de le dire, globalement et individuellement, pour s'occuper de géopolitique. Troisième remarque, tout va se jouer sur la question des effets de deuxième tour. C'est-à-dire que... Quelle transmission au salaire ? Voilà, à mes yeux, l'inflation, pour qu'il y ait inflation, il faut que l'inflation monte, qu'il y ait un processus d'auto-alimentation, un processus cumulatif. Durable, et que là, ça passe par inflation, réaction des salaires, nouvelle inflation. Bon, le problème ne viendra pas prévu pour l'instant. Hein. Le problème de l'inflation au niveau actuel de l'euro par rapport au dollar, je veux dire, on est à 1,15 $ pour 1 euro, l'euro a un peu baissé. Je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inflation apportée significative par le taux de change. Donc ça viendra plutôt, les effets de deuxième tour viendraient plutôt éventuellement de l'intérieur. Mais tant qu'ils ne sont pas là, il ne faut pas s'affoler. Et là, je rejoins Jean-Marc, c'est-à-dire que moi, je suis contre des frappes préventives. Nous sommes dans un contexte où, évidemment, les banques centrales sont confrontées... On parle d'augmentation des taux des banques centrales, et pas de frappe militaire. Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, c'est le jeu de mots. Il y a une ambiguïté stratégique qu'il faut lever parfois dans les émissions. Je ne sais pas si elle est constructive, cette ambiguïté, mais je dis... je crois que pendant quelques semaines, peut-être jusqu'à l'été, j'en sais rien, jusqu'en septembre, les banques centrales... En appliquant une sorte de principe de précaution, quand on ne sait pas et on évite de s'agiter, doivent jouer le jeu de la stabilité de leur taux directeur, c'est-à-dire 2% de taux directeur principal pour la BCE, qui est le taux des facilités de dépôt, entre 3,50 et 3,75 pour le taux des fonds fédéraux aux États-Unis. C'est ça le jeu à jouer. Alors Trump, il va continuer à s'agiter du côté américain en demandant à la Fed de baisser ses taux. Mais maintenant, je veux dire, on est à 1 mois et demi, 2 mois du départ de Powell, de l'arrivée de Kevin Warsh. Pas au mois de mai, oui. Le mois de mai. Donc j'espère qu'il ne va pas trop s'agiter, parce que le sujet, ce n'est pas la baisse des taux directeurs. Le sujet, c'est est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il reste stable. Et bien moi, là, je crois qu'on se rejoint, il faut qu'il reste stable dans l'ignorance de ce qui va se passer. D'autant plus, Guillaume, que ce qu'on a vu dans les prévisions de l'INSEE cette semaine et de la Banque de France, c'est qu'il y a une chose qui va baisser, c'est la croissance, très probablement. La croissance, oui, parce que l'INSEE, c'est les prévisions de l'INSEE qui dit on attendait 0,3 au premier trimestre, ça sera 0,2, on attendait 0,3 au deuxième trimestre, ça sera 0,2 aussi. Mais on nous dit quand même qu'il y a de quoi aller tabler sur un acquis de croissance annuel de 0,9%, ce qui grosso modo nous remettrait au même niveau que cette année. Alors, sur l'ensemble de l'année. En milieu d'année, l'acquis de croissance au premier semestre est de 0,9 à la fin du premier semestre. Donc si on fait une croissance zéro, on est à minima à 0,9 sur l'année 2026. Non, mais je vous entends sur les banques centrales dire ne nous pressons pas de procéder à des frappes préventives, entre guillemets. Christine Lagarde dit quand même hier, je la cite, un dépassement de l'objectif d'inflation, même s'il n'est pas trop persistant, pourrait justifier un resserrement mesuré de la politique monétaire de la zone euro. Et de plus en plus d'économistes en parlent, d'économistes de marché. Et les marchés, vous voyez désormais Goldman Sachs, Barclays ou JP Morgan qui, ça y est, disent nous tablons officiellement sur 2 hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, une en avril et une en juin. Voilà, c'est rentré dans les esprits. Pour moi, c'est aller au-devant des événements. Bien sûr.
que de faire ça. Moi, c'est même plus que d'aller au-devant des événements. C'est refaire les erreurs de 1929 ou 1930. Parce qu'il me frappe, c'est donc, pour revenir à mon papier dans les Échos, je parlais du fait que la quantité de monnaie a considérablement augmenté. Je rejoins ce que disait Christian. Et effectivement, la Banque mondiale a un indicateur au niveau mondial qui est la masse monétaire rapportée au PIB. Oui. Ce qui correspond, pour les gens qui suivent les équations comptables, ça correspond à la vitesse de circulation de la monnaie. Et donc l'inverse de la circulation de la monnaie. Et donc la masse monétaire a considérablement augmenté. M3. Voilà, la masse monétaire a augmenté beaucoup plus vite que le PIB, ce qui veut dire que la vitesse de circulation de la monnaie a ralenti. Et alors, j'ai pas eu la place dans l'article, mais j'étais allé voir ce que disait Anna Schwartz. Donc Anna Schwartz, rappelez-nous. Anna Schwartz a écrit le livre de référence du monétarisme avec Milton Friedman, qui s'appelle effectivement Histoire monétaire des États-Unis depuis 1860. Et le fondement du livre, c'est de dire que la politique monétaire est efficace contre l'inflation parce que la vitesse de circulation de la monnaie est constante. Et elle est faux. Ce qui est faux. Et donc en 2012, elle est morte en 2012, peu avant de mourir. Elle a fait un papier qui s'appelle « Pourquoi M. Bernanke se trompe ?» et en disant que la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas constante. Elle a pu l'être effectivement à la fin du 19e siècle, elle a pu l'être effectivement dans les années 1960, mais on a changé. Et donc tabler sur des politiques monétaires dont on considère qu'elles vont permettre de lutter contre l'inflation automatiquement, brutalement, en serrant le crédit. Elles vont permettre de relancer l'inflation et de lutter contre la déflation en lâchant le crédit. Ces politiques monétaires passent à côté de ce que nous vivons. Et elle concluait en disant le seul bilan de M. Bernanke aura été de faire monter les prix à Manhattan. C'est une des. Donc elle reprenait effectivement ce qu'avait dit d'ailleurs Robert Barron à son temps. Donc je pense que effectivement. Alors pardon, est-ce qu'on n'a pas eu un contre-exemple parfait avec quand même la politique monétaire restrictive de la BCE qui a fait passer l'inflation de 4 à moins de 1% en France en 3 ans? Non, mais la BCE n'y est pour rien, c'est la bouche du coche. C'est-à-dire, ce qui a fait baisser l'inflation, c'est le fait que le prix de l'énergie a baissé. Et la BCE n'a pas fait baisser le prix de l'énergie. Ce que vous regardez, effectivement, l'inflation aurait dû être, quand vous regardez une période longue et durable, on est passé très rapidement de 10,6% d'inflation en octobre 2022 à 1,9% en février dernier. Et vous regardez, c'est totalement sur le prix de l'énergie que ça s'est passé. Et donc, la BCE n'a eu aucun rôle. Elle a eu l'intelligence d'utiliser cette période pour sortir de ce quantitative easing qui était totalement, à mon avis, dépassé par la réalité et qui ne correspondait plus aux besoins de l'économie, mais elle n'a pas lutté contre l'inflation. La dernière remarque que je ferai, c'est... Vous êtes gentiment en train de nous expliquer que la BCE ne sert plus à grand-chose, quoi. Je me pose la question, d'ailleurs, est-ce que les banques centrales ne devraient pas réfléchir à ce que doit être leur mission, sachant que la plupart ont des statuts qui ont été écrits dans les années 70, en pleine époque du monétarisme, et en pleine époque où le discours d'Anna Schwartz et de Friedman était la vitesse de circulation de la monnaie est constante. Okay, alors, je me permets, si vous me permettez une petite note personnelle. Je soutiens en 1973 une thèse de doctorat sur la vitesse de circulation de la monnaie, à Paris, publié ensuite aux éditions Cujas. Ne cherchez pas le bouquin, il a disparu, ou il est au pilon, je ne sais plus. Et 73, et donc début des années 70, et toute la thèse, c'est justement la flexibilité de la vitesse et les limites de la flexibilité. Et le fait que la politique monétaire peut avoir des incidences sur la vitesse. Quand on fait une politique monétaire restrictive, il y avait à l'époque des manières pour les agents économiques d'essayer de contourner ça par le crédit interentreprise, par différentes procédures, etc. Donc, je n'ai jamais pensé que la vitesse était constante ou même une fonction stable, comme le disait Milton Friedman, d'un petit nombre d'arguments. Et c'est une des difficultés de la politique monétaire que d'anticiper quelle va être la réaction. Une fois que vous créez de la monnaie, première vague, quelle est la réaction ensuite au deuxième tour? Est-ce que les agents dépensent ou pas? C'est tout le débat sur la fameuse trappe à monnaie keynésienne, où la Banque centrale crée de la monnaie, mais elle n'est pas réinjectée dans le circuit parce que, sous forme de consommation ou d'investissement, parce que les agents thésaurisent la création monétaire additionnelle. Donc on est complètement d'accord. J'en tire pas les conséquences de l'inefficacité des politiques monétaires. Simplement, je pense qu'il faut être prudent. Il faut qu'elle soit prudente et je répète, je pense que dans le contexte actuel,
il y a un arbitrage très classique pour les banques centrales du fait de la menace de la stagflation. Oui. Je dis ça parce qu'on n'a pas encore utilisé le concept, mais c'est ça l'idée. C'est l'idée que le choc énergétique croissance, mais de actuel l'inflation. baisse de la croissance et accélération de l'inflation. Donc, quand les banques centrales ont ce qu'on appelle un mandat dual assez équilibré du style de la Fed, où il y a ces deux objectifs, activité d'un côté, lutte contre l'inflation, à peu près au même niveau, elles sont confrontées à un vrai choix. Nous, quand on regarde le traité de Maastricht, il est relativement clair de ce côté-là, du point de vue institutionnel, je ne dis pas du point de vue empirique, c'est que quand même, la lutte contre l'inflation est l'objectif premier. Oui. C'est dit dans le traité de Maastricht. Et en même temps, ce qui n'a jamais été reconnu, mais qui est le cas aussi, c'est la croissance, de la BCE, c'est la stabilité des prix. Et c'est uniquement quand la stabilité monétaire est obtenue ou garantie que la BCE peut et même doit regarder ce qui se passe dans l'économie réelle, c'est-à-dire l'activité, les prix, etc. Donc, je dis simplement, et je termine en disant... Raphaël était parti du taux d'inflation qui augmente en France. On a été à 0,9 raisonnablement, si je me souviens. Oui. Sur 12 mois, on est passé à 1,7 à cause du choc énergétique. Mais la BCE, elle fait la politique monétaire des 21 pays de la zone euro. Oui, elle fait pas la 2%, Christian. Elle ne fait pas la politique monétaire de la France. Le taux d'inflation moyen dans la zone euro est supérieur au taux d'inflation moyen en France. Bon, ceci dit, je n'en tire pas la conséquence que la BCE doit aller au-devant des événements, je l'ai dit, elle ne doit pas aller. Et je suis quand même un peu inquiet, moi, quand je vois les banques, les Goldman Sachs et autres, se précipiter en disant « il faut frapper de manière préventive ». Moi, je le sens pas comme ça. Pas d'accord, Christian. Pas du tout d'accord comme ça. Wait and see. Wait and see. Ce sera la conclusion de cette première partie. J'ai un message pour vous, Jean-Marc Daniel, de Sandrine. Sandrine du Cotentin. Vous pouvez réagir sur mon compte Twitter, @legenrat, bien sûr. Sandrine qui me demande de bien dire à Jean-Marc Daniel que si l'on boit ses paroles, on a davantage besoin de manger avant le spectacle à 21h tous les lundis au théâtre de Poche, la dette en vedette. On a davantage besoin de manger que de boire un verre. Ce n'est pas manger possible. aussi. Je dis à Sandrine d'abord bienvenue, je l'attends et elle peut tout à fait manger. Ils écoutent vraiment. Ça prouve que les téléspectateurs et auditeurs écoutent avec une énorme précision. Boivent les paroles de Jean-Marc Daniel et de tous les invités. Non, mais de Jean-Marc. À tout de suite. On se retrouve dans une minute. Ne quittez pas.